Et alors toi, Samous, salut Cédric, j'espère que tu vas bien. On se retrouve cette semaine pour parler d'un spectacle un petit peu plus particulier. Alors je dis un petit peu plus particulier pour quelle raison? Parce qu'au fait, il sort un petit peu des standards auxquels tu pourrais t'attendre quand on pense à la notion de spectacle humoristique. Il faut savoir que le spectacle humoristique, c'est un type de spectacle vivant, dont l'objectif est de faire rire ses spectateurs à travers de l'humour. Donc c'est vraiment l'objectif initial. Et dans ce cas-ci, bien que ça puisse s'assimiler à un one-man show assisté d'un ordinateur un petit peu capricieux, je ne pense pas, lors de sa conception, que le but initial ait été de faire rire. On en parle? Cédric te parle de l'exoconférence d'Alexandre Astier. Et donc, l'exoconférence est le deuxième spectacle, ou plutôt la deuxième pièce de théâtre écrite et jouée par Alexandre Astier. On est en 2014, et du haut de ses 40 ans, Alexandre nous délivre une prestation qui ferait pâlir, mais vraiment n'importe quel conférencier de Tecto. Check ça. Un compte à rebours. Hop, voilà. Ça, c'est très bien. Et là, j'ai envie de dire, quelque part, paye ton Big Bang. Hop, voilà. Ça, très bien. Très bien, ça. Quelle énergie. Tac, voilà. Là, on y est. Alors, attention. Contraction et galaxie. Voilà, c'est très bien. Remarquable. Remarquable. Et hop, protoplanète. Tilt down. Zoom avant. Système solaire. Et c'est à moi. Bonsoir. Alors comme tu as pu le voir, sauf si tu es en audio only, je ferai n'importe quoi pour ramener tous mes auditeurs sur YouTube, on a vraiment droit à un show à l'américaine, aux oubliettes, la conférence soporifique rythmée par des slides transparents qui passent sur un rétroprojecteur. On n'en est plus là, là c'est vraiment la classe, hein, ça claque, on est en mode grand écran, une bande son super bien travaillée, des décors, du motion design, on en prend plein les mirettes pendant à peu près 2 heures. Alors en intro, j'avais émis l'idée qu'en créant ce spectacle, l'ambition initiale d'Alexandre Astier n'était pas de faire rire à tout prix, à contrario des spectacles humoristiques actuels, hein, qui sont plutôt une construction autour de blagues, dont vraiment le but unique est de faire rire. Là, ici, on peut vraiment se poser la question quant à vraiment son ambition, est-ce qu'elle était de nous divertir, est-ce qu'elle était de nous faire réfléchir, ou de nous apprendre quelque chose. Moi je me prendrais pas trop la tête là-dessus, et je dirais mais c'est simplement en fait un mec passionné qui a étudié un sujet qui l'intéressait, et voilà, suite à des multiples rencontres avec des experts et des scientifiques, en fait il nous livre un petit peu un compte rendu, un condensé de toutes les déductions qu'il a pu faire suite à ces nombreuses discussions, et que de manière automatique, à partir du moment où tu veux rédiger quelque chose qui est un petit peu intéressant, eh bien il y a l'humour qui vient s'y loger, et donc l'humour est un petit peu, si tu veux, un dommage collatéral qui serait apparu suite à une rhétorique bien amenée. En gros, il se fait kiffer et il nous fait kiffer. Et dans cette conférence, Alexandre Astier interprète un astrophysicien, alors dont déjà la misogynie latente nous rappelle que l'expertise scientifique n'est pas un corollaire de l'intelligence sociale. Et d'ailleurs, ce personnage m'a directement fait penser au personnage qu'il interprétait lors de son sketch sur la physique quantique, un scientifique avec une de ses collègues. Voilà, le personnage est vraiment très similaire. Et donc, à travers ce personnage, il va balayer les grandes étapes de la formation de l'univers avant de se pencher sur une éventuelle possibilité de visite extraterrestre et sur certains mythes et théories qui soutiennent cette idée. Et là, on retrouve une des constructions assez symptomatiques des mondes imaginés par Astier. Et donc, il va mettre en scène une personne qui, au demeurant, semble intelligente et donc curieuse, hein, et aussi indirectement torturée de questions. Il va la faire évoluer dans un univers qui est submergé de cons, en tout cas en apparence, et pour petit à petit révéler que quelque part, nous pouvons tous être par moments un petit peu cons, que cela soit à travers nos attitudes méprisantes ou notre égocentrisme invétéré, à l'image de son personnage. C'est ainsi qu'en 1972, le premier objet humain destiné à quitter notre système solaire, la sonde Pioneer 10, embarque avec elle, en plus de tout son fourbi technologique évidemment, un dessin gravé sur une plaque dorée et vissé à sa structure. En admettant que nos voisins de l'espace aient
des yeux. Le sens de la vue, voilà. Et surtout la capacité d'envisager le concept de représentation graphique, déjà, c'est pas gagné. Cette plaque présente une particularité remarquable. Au-delà d'être parfaitement incompréhensible pour n'importe quel extraterrestre, elle est également totalement imbitable pour la civilisation même qui l'a expédiée. Examinons d'un peu plus près, si vous le voulez bien, cette plaque. Cette plaque présente, à première vue, trois problèmes majeurs. Premier problème majeur, le dessin utilise des échelles différentes. Celle des pulsars, par exemple, celle des personnages, ici, et pourquoi pas celle du système solaire, en bas, qui donne un ensemble très hétérogène, très difficile à comprendre pour qui ne nous connaît pas. Deuxième problème majeur, l'unité de distance est calculée par rapport au spin de l'atome d'hydrogène, là-haut. Très intelligent, il est vrai, très difficile à déchiffrer pour une civilisation qui ne pratiquerait pas la physique des particules. Nous sommes d'accord. Et troisième problème majeur, bien évidemment, on voit la teubie du gars. Question, est-ce que c'était bien l'image de nous qu'il fallait diffuser dans toute la Voie lactée? Celle de la civilisation qui n'a pas encore inventé le slibard. Il abordera donc tour à tour des sujets philosophiques, scientifiques, poétiques. Il va nous parler de cosmogonie, de certains paradoxes, jusqu'au parfum même du cœur de la Voie lactée. Et donc on se rend compte que dans tout ce qui est scientifique et historique, ce sont quand même des thématiques qui sont propices au rire, car il y a une méconnaissance générale et à première vue, la difficulté qu'elles peuvent représenter en termes de compréhension permettent à l'artiste de proposer sa propre interprétation, et dans ce cas-ci qui est moderne et décalée, en tentant de les recontextualiser. Alors par exemple quand on pense aux sujets comme la force gravitationnelle et la relativité du temps, on se dit que c'est tout aussi intriguant que des théories conspirationnistes autour de l'existence extraterrestre, et ça Alexandre Astier l'a bien compris et il va s'en amuser. Alors tout au long du spectacle, il va illustrer certaines théories scientifiques et également démonter certains mythes. Il va évidemment forcer le trait et se concentrer sur les sujets qui renforcent son idée en effleurant à peine ceux qu'il ne pourrait pas expliquer. Cet événement nous a permis de comprendre beaucoup de choses sur les particularités physiques des occupants de l'appareil, notamment l'étude de la passerelle de l'engin. Nous sommes bien d'accord que nos escaliers, à nous, sont bel et bien une série de plans à niveau qui correspond à la perpendicularité de l'axe de nos pieds sur le sol. Bien. Il est évident que si l'occupant de cet appareil utilise cette passerelle pour monter à bord, cette passerelle a été fabriquée pour ses pieds à lui, dont on devine facilement les particularités. Il a donc les pieds constamment inclinés de 35 degrés vers le haut, ce qui nous porte à deux conclusions assez majeures. Première conclusion, sa planète n'est faite que de pentes à 35 degrés, une sorte de planète à pyramide, j'ai envie de dire, où les habitants n'ayant aucun mal à franchir ces pentes sont obligés à leur sommet de se retourner pour les redescendre à reculons. On estime qu'ils perdent un temps fou, malheureusement. Et deuxième conclusion très importante, sur Terre, à moins qu'ils n'atterrissent directement en montagne, auquel cas ils peuvent passer inaperçus, il faut se méfier. Sur sol plat, en revanche, ils sont immanquablement penchés vers l'avant de 35 degrés et probablement aidés, suppose-t-on, d'une sorte de paire de bâtons de ski afin qu'ils ne se renversent pas définitivement vers l'avant. Le reverse engineering. C'est évidemment de bonne guerre, même si à mon avis il aura hérissé les poils de certains ufologues. C'est un peu compréhensible quand tu passes ta vie avec la conviction qu'il y a une vie extraterrestre qui nous rend visite régulièrement et qu'il existe surtout une multitude d'autres cas et d'autres témoignages qui sont beaucoup plus crédibles que les exemples qu'il a mis en lumière. Voilà, ça peut être frustrant. Et on retrouve d'ailleurs le même type de démonstration par l'absurde de certaines croyances chez Ricky Gervais. Lui, il en fait généralement un élément central de chacun de ses spectacles. Je lui avais dédié une chronique en fin d'année, donc n'hésite pas à la voir si t'aimes bien ce type d'humour. Alors, Alexandre Astier, c'est pas tout. Dans son spectacle, il va interpréter tour à tour plusieurs personnages, que ce soit Ptolémée, Copernic, Fermi, et il va pas les épargner non plus. Par exemple, il va rappeler la xénophobie du premier et aussi l'hypocrisie du dernier quant aux applications possibles de ses recherches. Alors, la structure de son spectacle,
elle est au demeurant assez simple et efficace, hein. Donc il va nous proposer le point de vue du conférencier qui l'interprète, sa réflexion, et après il va illustrer certains de ses propos en jouant des petites scénettes, seul ou assisté de son écran géant. Et sa façon de jouer des personnages, elle n'est pas sans rappeler les interprétations de Dieudonné. Cela sautera aux yeux des avertis, les autres n'en auront que faire de cette information, mais c'est vraiment frappant tant ça ne se limite pas uniquement à des mimiques. Par exemple, quand on pense au rédacteur en chef du Daily Planet, qu'il interprète d'ailleurs avec brio, eh ben, il semble tout droit sorti de la même classe que le journaliste de France 3 joué par Dieudo dans son premier spectacle solo intitulé Tout seul. On retrouvera aussi d'autres similitudes dans plusieurs interprétations, mais qui sont somme toute logiques quand on connaît le respect qu'Alexandre Astier pouvait avoir sur le travail réalisé par Dieudonné sur scène. Je me demande d'ailleurs si Alexandre n'aurait pas préféré interpréter Galilée plutôt que Copernic, mais que comme ce dernier avait déjà été joué par Dieudo en 1905, enfin dans son spectacle 1905 plutôt, il se serait attardé donc sur l'astrophysicien polonais. Bah voilà, faudrait lui demander. La raison pour laquelle je pense à ça, c'est parce que le conférencier interprété par Alexandre Astier fait preuve d'un anticléricalisme vraiment affirmé, et il va donc parodier la rencontre de Copernic avec un homme d'église, et dans cette scénette, il est évident que le sort qu'on réserve à Copernic, il n'est pas Jojo. Or, quand on regarde un peu dans l'histoire, en fait, Copernic, il n'a jamais été inquiété pour cette théorie par les autorités ecclésiastiques. Alors il faut se remettre en contexte, hein. On est en 1510, Twitter n'existe pas, sauf si c'est le prénom d'un pigeon donné par un colombophile inspiré, mais à ce moment-là, Copernic, il partage ses théories avec ses confrères autour d'une tasse de café, tranquille en soirée, mais il n'est carrément pas chaud de publier son livre, parce qu'il a envie de se la jouer bien pépère, il est au courant que ces théories peuvent fâcher les mauvaises personnes, et donc lui il a juste envie de se la couler douce, et malgré le fait que ses potes insistent, hein, par exemple Réticus qui lui dit mais écoute, publie, c'est vraiment révolutionnaire, Copernic il dit no way, jamais je publie ce truc là. Et c'est seulement 35 ans après, quand Copernic a 70 ans, qui se dit là moi j'ai plus rien à perdre, il a autorisé à publier son livre, mais il a quand même demandé à Réticus, on était en 1545, il a dit à Réticus demande quand même un théologien si ça va le faire ou non. Et donc voilà, et aussi il faut pas oublier qu'il n'y a pas internet à ce moment-là. Et les publications sont très limitées parce qu'il y a aussi très peu de lecteurs. Et donc ça veut dire que même après la publication, le livre va mettre 25 ans avant de se faire remarquer et avant de se faire interdire. Et donc c'est un peu logique aussi parce que déjà toutes les choses vont beaucoup plus lentement que maintenant. Et il faut aussi se rappeler qu'à ce moment-là, l'église elle a d'autres chats à fouetter. En fait, il y a les premiers anatomistes qui sont en train de publier leur premier recueil de leur dissection, en train de se dire les gars, nous on a tout disséqué nickel chrome et on trouve plus de place pour l'âme dans le corps, donc on sait pas où elle est. Et donc les hommes d'église font beaucoup plus un focus là-dessus plutôt que sur les théories de Copernic au début. Voilà, on peut pas tout démystifier d'un coup. Et donc ce n'est qu'en 1616, donc 100 ans après l'écriture et 65 ans après la publication, que le livre fut interdit. Et donc voilà, on pourra juste regretter qu'Alexandre n'ait pas blindé sa parodie, ce qui laissera l'opportunité aux religieux et aux détracteurs de s'engouffrer dans cette brèche en disant mais non, l'église n'a jamais été contre Copernic, blablabla. Mais en fait, en vérité, même si tout n'est pas 100% exact, c'est déjà 1000 fois plus intelligent que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Franchement, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, j'ai envie de passer un extrait là-dessus. Voilà, je crois que le message est clair, hein. On s'en fout. Existe-t-il, voilà, les gens aiment bien ça. Existe-t-il éventuellement, se pourrait-ce que, etc., des civilisations, oui, enfin, on peut pas y aller. Il n'y a pas de raison qu'ils puissent venir. On s'en fout, honnêtement. L'univers est trop grand. Tout s'éloigne de tout à grande vitesse depuis 14 milliards d'années. Dis donc, appelle la chignole, il n'y a rien à becter là-dedans. Voilà. Non, attention, des civilisations, il y en a peut-être. Il y en a peut-être plein. Il y en a peut-être des dizaines de milliards de civilisations. Ça fourmille de civilisations si ça se trouve, mais c'est trop loin. Attention, pas trop loin pour nous, trop loin tout court. Bref, on a affaire à du divertissement intelligent. Alors il est évident que le spectacle n'apprendra pas grand chose aux astrophysiciens et qu'il pourra rebuter certaines personnes par son apparence de patchwork désorganisé, mais détrompe-toi, tout est savamment millimétré, les plus néophytes d'entre nous sortiront de là en ayant appris quelque chose et les plus geeks auront été divertis. Spectacle à aller mater sans hésiter une seule seconde. Comme d'habitude, tu retrouveras tous les liens de toutes les choses dont je t'ai parlé dans la description sur ma chaîne YouTube. J'ai aussi mis un lien vers la première partie de son spectacle qui a été faite par Bruce, qui est la personne derrière la chaîne Y Penser, qui est une tuerie atomique. C'est une chaîne qui vulgarise plein de notions scientifiques.
Si t'as un peu de temps, va regarder, franchement, c'est vraiment enrichissant et c'est vraiment bien amené. Il va t'expliquer plein de trucs, comme par exemple le point commun entre les lanceurs de fusées de la NASA, la SNCF et le cul d'un cheval romain. Enfin, franchement, ça vaut vraiment la peine, quoi. Et c'est véridique, quoi. Et donc, bah ouais, pour faire intro du spectacle d'Alexandre Astier, c'était vraiment une belle mise en jambe. Bah c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, ne te prends pas trop la tête et n'oublie pas de te marrer. Tchuss!